Acte 1, scène 1. Le public qui arrive peu à peu, cavaliers, bourgeois, laquais, pages, tire-laine, le portier, etc. Puis les marquis, Cuigy, Brissailles, la distributrice, les violons, etc. On entend derrière la porte un tumulte de voix, puis un cavalier entre brusquement. Le portier le poursuivant. « Oh là, vos 15 sols !» Le cavalier. « J'entre gratis !» Le portier. « Pourquoi ?» Le cavalier. « Je suis chevau léger de la maison du roi. » Le portier a un autre cavalier qui vient d'entrer. « Vous ?» Deuxième cavalier. « Je ne paie pas. » Le portier. « Mais ?» Deuxième cavalier. « Je suis mousquetaire. » Premier cavalier au deuxième. « On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret. » Ils font des armes avec des fleurets qu'ils ont apportés. Un laquais entrant. « Psst, flanquin !» Un autre déjà arrivé. « Champagne ?» Le premier lui montrant des jeux qu'il sort de son pourpoint. « Cartes, dés !» Il s'assied par terre. « Jouons !» Le deuxième, même jeu. « Oui, mon coquin !» Premier laquais, tirant de sa poche un bout de chandelle qu'il allume et colle par terre. « J'ai soustrait à mon maître un peu de luminaire. » Un garde a une bouquetière qui s'avance. « C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. » Il lui prend la taille. Un des bretteurs, recevant un coup de fleuret. « Touche !» Un des joueurs. « Trèfle !» Le garde, poursuivant la fille. « Un baiser ?» La bouquetière se dégageant. « On voit ?» Le garde, l'entraînant dans les coins sombres. « Pas de danger !» Un homme s'asseyant par terre avec d'autres porteurs de provisions de bouche. « Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. » Un bourgeois conduisant son fils. « Plaçons-nous là, mon fils. » Un joueur. « Brelan d'as !» Un homme tirant une bouteille dessous son manteau et s'asseyant aussi. « Un ivrogne doit boire son Bourgogne à l'hôtel de Bourgogne. » Le bourgeois à son fils. « Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu ?» Il montre l'ivrogne du bout de sa canne. « Buveur !» En rompant, un des cavaliers le bouscule. « Bretteur !» Il tombe au milieu des joueurs. « Joueur !» Le garde derrière lui, lutinant toujours la femme. « Un baiser ?» Le bourgeois éloignant vivement son fils. « Jour de Dieu ! Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue du rotrou, mon fils !» Le jeune homme. « Et du corneille ?» Une bande de pages se tenant par la main entre en farandole et chante. Tra-la-la-la-la-la-la-la-l'air. Le portier, sévèrement aux pages. « Les pages, pas de farce !» Premier page, avec une dignité blessée. « Oh, monsieur, ce soupçon ?» Vivement au deuxième, dès que le portier a tourné le dos. « As-tu de la ficelle ?» Le deuxième. « Avec un hameçon. » Premier page. « On pourra de là-haut pêcher quelques perruques. » Un tire-laine, groupant autour de lui plusieurs hommes de mauvaise mine. « Or ça, jeunes escrocs, venez qu'on vous éduque. Puis donc que vous volez pour la première fois ?» Deuxième page, criant à d'autres pages déjà placées aux galeries supérieures. « Hep ! Avez-vous des sarbacanes ?» Troisième page, d'en haut. « Et des pois !» Il souffle et les crible de pois. Le jeune homme à son père. « Que va-t-on nous jouer ?» Le bourgeois. « Chlorise !» Le jeune homme. « De qui est-ce ?» Le bourgeois. « De monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. » Il remonte au bras de son fils. Le tire-laine à ses acolytes. « La dentelle, surtout des canons, coupez-la !» Un spectateur à un autre, lui montrant une encoignure élevée. « Tenez, à la première du Cid, j'étais là. » Le tire-laine faisant avec ses doigts le geste de subtiliser. « Les montres !» Le bourgeois redescendant à son fils. « Vous verrez des acteurs très illustres. » Le tire-laine faisant le geste de tirer par petites secousses furtives. « Les mouchoirs. » Le bourgeois. « Montfleury. » Quelqu'un criant de la galerie supérieure. « Allumez donc les lustres !» Le bourgeois. « Belle Rose, Lépi, la Beaupré, Jodelet. » Un page au parterre. « Ah, voici la distributrice !» La distributrice paraissant derrière le buffet. « Orange, lait, eau de framboise, aigre de cèdre. » Brouhaha à la porte.
Une voix de fausset. « Place, brute !» Un laquais s'étonnant. « Les marquis, au parterre !» Un autre laquais. « Oh, pour quelques minutes !» Entre une bande de petits marquis. Un marquis voyant la salle à moitié vide. « Et quoi ? Nous arrivons ainsi que les drapiers sans déranger les gens ? Sans marcher sur les pieds ? Ah ! Fille ! Il se trouve devant d'autres gentilshommes entrés peu avant. « Cuigy ! Brissaille !» Grandes embrassades. Cuigy. « Des fidèles ! Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles. » Le marquis. « Ah, ne m'en parlez pas, je suis dans une humeur. » Un autre. « Console-toi, marquis, car voici l'allumeur. » La salle, saluant l'entrée de l'allumeur. « Ah !» On se groupe autour des lustres qui l'allument. Quelques personnes ont pris place aux galeries. Linière entre au parterre, donnant le bras à Christian de Neuvillette. Linière, un peu débraillée, figure d'ivrogne distinguée. Christian, vêtu élégamment, mais d'une façon un peu démodée, paraît préoccupé et regarde les loges. Scène 2. Les mêmes, Christian, Linière, puis Ragueneau et Lebret. Cuigy. Linière ! Brissaille riant. Pas encore gris. Linière, bas à Christian. Je vous présente ? Signe d'assentiment de Christian. Baron de Neuvillette. Salut. La salle acclamant l'ascension du premier lustre allumé. Ah ! Cuigy, à Brissaille en regardant Christian. La tête est charmante. Premier marquis qui a entendu. Peu. Linière, présentant à Christian. Messieurs de Cuigy, de Brissaille. Christian s'inclinant. Enchanté. Premier marquis au deuxième. Il est assez joli mais n'est pas ajusté au dernier goût. Linière à Cuigy. Monsieur débarque de Touraine. Christian. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre au garde-demain, dans les cadets. Premier marquis, regardant les personnes qui entrent dans les loges. Voilà la présidente Aubry. La distributrice. Orange, lait. Les violons s'accordant. La. Cuigy à Christian, lui désignant la salle qui se garnit. Du monde. Christian. Eh oui, beaucoup. Premier marquis. Tout le bel air. Il nomme les femmes à mesure qu'elles entrent, très parées dans les loges. En voix de salut, réponse de sourire. Deuxième marquis. Mesdames de Guéménée. Cuigy. De Bois-Dauphin. Premier marquis. Que nous aimâmes. Brissaille. De Chavigny. Deuxième marquis. Qui de nos cœurs va se jouant? Linière. Tiens, monsieur de Corneille est arrivé de Rouen. Le jeune homme à son père. L'académie est là? Le bourgeois. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Baudu, Boissat et Curot de la Chambre, Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau! Premier marquis. Attention, nos précieuses prennent place. Barthénoïde, Eurymédonte, Cassandas, Félixérie. Deuxième marquis, se pâmant. Ah! Dieu! Leurs surnoms sont exquis. Marquis, tu les sais tous? Premier marquis. Je les sais tous, marquis. Linière, prenant Christian à part. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service. La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice. Christian, suppliant. Non, vous qui chansonnez et la ville et la cour, restez, vous me direz pour qui je meurs d'amour. Le chef des violons, frappant sur son pupitre avec son archet. Messieurs les violons! Il lève son archet. La distributrice. Macaron, citronné. Les violons commencent à jouer. Christian. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite au fond. La loge est vide. Linière, faisant mine de sortir. Je pars. Christian, le retenant encore. Oh non, restez. Linière. Je ne peux. D'assouci m'attend au cabaret. On meurt de soif ici. La distributrice passant devant lui avec un plateau. Orangeade?
Linière. Fi. La distributrice. Lait. Linière. Pois. La distributrice. Rivesaltes. Linière. Halte. À Christian. Je reste encore un peu. Voyons ce rivesalte. Il s'assied près du buffet. La distributrice lui verse du rivesalte. Cri, dans le public à l'entrée d'un petit homme grassouillé et réjoui. Ah, Ragno! Linière à Christian. Le grand rôtisseur Ragno. Ragno, costume de pâtissier endimanché, s'avançant vivement vers Linière. Monsieur, avez-vous vu monsieur de Cyrano? Linière présentant Ragno à Christian. Le pâtissier des comédiens et des poètes? Ragno se confondant. Trop d'honneur. Linière. Taisez-vous, mécène que vous êtes. Ragno. Oui, ces messieurs chez moi se servent. Linière. À crédit. Poète de talent lui-même. Ragno. Ils me l'ont dit. Linière. Fou de verre. Ragno. Il est vrai que pour une audelette. Linière. Vous donnez une tarte. Ragno. Oh, une tartelette. Linière. Brave homme, il s'en excuse. Et pour un triolet, ne donnâtes-vous pas? Ragno. Des petits pains. Linière sévèrement. Au lait. Et le théâtre, vous l'aimez? Ragno. Je l'idolâtre. Linière. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre place aujourd'hui, là, voyons, entre nous. Vous avez coûté combien? Ragno. 4 flancs, 15 sous. Il regarde de tous côtés. Monsieur de Cyrano n'est pas là? Je m'étonne. Linière. Pourquoi? Ragno. Montfleury joue. Linière. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Phédon. Qu'importe à Cyrano? Ragno. Mais vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qui prit en haine, défense pour un mois de reparaître en scène. Linière, qui en est à son 4e petit verre. Eh bien, Ragno. Montfleury joue. Cugy, qui s'est rapproché de son groupe. Il n'y peut rien. Ragno. Oh! Oh! Moi je suis venu voir. Premier marquis. Quel est ce Cyrano? Cugy. C'est un garçon versé dans les colichmardes. Deuxième marquis. Noble? Cugy. Suffisamment. Il est cadet aux gardes. Montrant un gentilhomme qui va et vient dans la salle comme s'il cherchait quelqu'un. Mais son ami le Bret peut vous dire. Il appelle. Le Bret! Le Bret descend vers eux. Vous cherchez Bergerac? Le Bret. Oui, je suis inquiet. Cugy. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Le Bret avec tendresse. Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Ragno. Rimeur. Cugy. Bretteur. Brissaille. Physicien. Le Bret. Musicien. Linière. Et quel aspect hétéroclite que le sien? Ragno. Certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne, le solennel monsieur Philippe de Champaigne. Mais bizarre, excessif, extravagant, falot, il eût fourni, je pense, à feu Jacques Callot, le plus fol spadassin à mettre entre ses masques, feutre à panache triple et pourpoint à 6 basques, cap, que par derrière avec pompe, les stocks lèvent comme une queue insolente de coq, plus fier que tous les artabans dont la Gascogne, fut et sera toujours l'âme mère cigogne. Il promène en sa fraise à la Pulcinella, à un nez. Ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil naziguère, sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever. » Mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Le Bret hochant la tête. Il le porte, et pourfend quiconque le remarque. Ragno fièrement. Son glaive est la moitié des ciseaux de la parque. Premier marquis haussant les épaules. Il ne viendra pas. Ragno. Si, je parie un poulet à la Ragno. Le marquis riant. Soit. Rumeur d'admiration dans la salle, Roxane vient de paraître dans sa loge. Elle s'assied sur le devant, sa duègne prend place au fond. Christian, occupé à payer la distributrice, ne regarde pas. Deuxième marquis avec des petits cris. Ah, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Premier marquis. Une pêche qui sourirait avec une fraise. Deuxième marquis. Et si fraîche qu'on pourrait, l'approchant, en prendre un rhume de cœur. Christian lève la tête, aperçoit Roxane
et saisit vivement Linière par le bras. « C'est elle » Linière regardant. « Ah, c'est elle » Christian. « Oui, dites vite, j'ai peur » Linière dégustant son Rivesalt à petits coups. « Magdeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse. » Christian. « Hélas » Linière. « Libre, orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. » À ce moment, un seigneur très élégant, le cordon bleu en sautoir, entre dans la loge et, debout, cause un instant avec Roxane. Christian tressaillant. « Cet homme » Linière qui commence à être gris, clignant de l'œil. « Hé, hé, comte de Guiche, épris d'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu. Désire faire épouser Roxane à certain triste sire, un monsieur de Valvert, vicomte, et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui, oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. Écoutez, il se lève en titubant, le verre haut, prêt à chanter. Christian. Non, bonsoir. Linière. Vous allez ? Christian. Chez monsieur de Valvert. Linière. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Lui, désignant du coin de l'œil Roxane. Restez, on vous regarde. Christian. C'est vrai. Il reste en contemplation. Le groupe de Tire-Laine, à partir de ce moment, le voyant la tête en l'air et bouche bée, se rapproche de lui. Linière. C'est moi qui pars. J'ai soif, et l'on m'attend. Dans des tavernes. Il sort en zigzagant. Le Bret, qui a fait le tour de la salle, revenant vers Ragnaud d'une voix rassurée. Pas de Cyrano. Ragnaud incrédule. Pourtant. Le Bret. Ah, je veux espérer qu'il n'a pas vu l'affiche. La salle trépignante. Commencez, commencez. Scène 3. Les mêmes, moins Linière. De Guiche, Valvert, puis Montfleury. Un marquis, voyant de Guiche qui descend de la loge de Roxane, traverse le parterre entouré de seigneurs obséquieux, parmi lesquels le vicomte de Valvert. « Quel cours, ce de Guiche !» Un autre. « Fi, encore un Gascon !» Le premier. « Le Gascon souple et froid, celui qui réussit. Saluons-le, crois-moi. » Ils vont vers de Guiche. Deuxième marquis. « Les beaux rubans ! Quelle couleur, comte de Guiche ! Baise-moi ma mignonne, ou bien ventre de biche. » De Guiche. « Ces couleurs espagnoles malades. » Premier marquis. « La couleur ne ment pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'espagnol ira mal dans les Flandres. » De Guiche. « Je monte sur scène. Venez-vous » Il se dirige, suivi de tous les marquis et gentilshommes, vers le théâtre. Il se retourne et appelle. « Viens, Valvert !» Christian, qui les écoute et les observe, tressaille en entendant ce nom. « Le vicomte ! Ah, je vais lui jeter à la face mon... » Il met la main dans sa poche et y rencontre celle d'un Tire-Laine en train de le dévaliser. Il se retourne. « Hein ?» Le Tire-Laine. « Aïe !» Christian, sans le lâcher. « Je cherchais un gant. » Le Tire-Laine avec un sourire piteux. « Vous trouvez une main. » Changeant de ton, bas et vite. « Lâchez-moi, je vous livre un secret. » Christian le tenant toujours. « Quel ?» Le Tire-Laine. « Linière, qui vous quitte. » Christian de même. « Eh bien ?» Le Tire-Laine. « Touche à son heure dernière, une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand, et 100 hommes, j'en suis, ce soir sont postés. » Christian. « 100 ! Par qui ?» Le Tire-Laine. « Discrétion. » Christian haussant les épaules. « Oh !» Le Tire-Laine avec beaucoup de dignité. « Professionnel. » Christian. « Où seront-ils postés ?» Le Tire-Laine. « À la porte de Nesle, sur son chemin. Prévenez-le. » Christian, qui lui lâche enfin le poignet. « Mais où le voir ?» Le Tire-Laine. « Allez courir tous les cabarets. Le pressoir d'or, la pomme de pin, la ceinture qui craque, les 2 torches, les 3 entonnoirs. Et dans chaque, laissez un petit mot d'écrit l'avertissant. » Christian. « Oui, je cours. Ah, les gueux, contre un seul homme sans. » Regardant Roxane avec amour. « La quitter, elle ?» Avec fureur, Valvert. « Et lui ? Mais il faut que je sauve Linière. » Il sort en courant. De Guiche, le vicomte, les marquis, tous les gentilshommes ont disparu derrière le rideau pour prendre place sur les banquettes de la scène. Le parterre est complètement rempli. Plus une place vide aux galeries et aux loges. La salle.
Commencez. Un bourgeois dont la perruque s'envole au bout d'une ficelle, pêchée par un page de la galerie supérieure. « Ma perruque !» crie de joie. « Il est chauve ! Bravo, les pages !»« Ah ah !» Le bourgeois, furieux, montrant le poing. « Petit gredin !» Rires et cris qui commencent très fort et vont décroissant. « Ah 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 !» Silence complet. Le Bret étonné. « Ce silence soudain ?» Un spectateur lui parle bas. « Ah !» Le spectateur. « La chose me vient d'être certifiée. » Murmure qui court. « Chut ! Il paraît !»« Non ! Si ! Dans la loge grillée ! Le cardinal ! Le cardinal ! Le cardinal !» Un page. « Ah, diable ! On va pas pouvoir se tenir mal !» On frappe sur la scène. Tout le monde s'immobilise. Attente. La voix d'un marquis dans le silence derrière le rideau. « Mouchez cette chandelle !» Un autre marquis passant la tête par la fente du rideau. « Une chaise !» Une chaise est passée de main en main au-dessus des têtes. Le marquis la prend et disparaît, non sans avoir envoyé quelques baisers aux loges. Un spectateur. « Silence !» On refrappe les 3 coups. Le rideau s'ouvre. Tableau. Les marquis assis sur les côtés, dans des poses insolentes. Toile de fond représentant un décor bleuâtre de pastoral. 4 petits lustres de cristal éclairent la scène. Les violons jouent doucement. Le Bret, Ragueneau, bat. Montfleury entre en scène ? Ragueneau bat aussi. Oui, c'est lui qui commence. Le Bret. Cyrano n'est pas là. Ragueneau. J'ai perdu mon pari. Le Bret. Tant mieux, tant mieux. On entend un air de musette, et Montfleury paraît en scène, énorme, dans un costume de berger de pastoral, un chapeau garni de roses penché sur l'oreille, et soufflant dans une cornemuse enrubannée. Le parterre applaudissant. Bravo, Montfleury ! Montfleury ! Montfleury, après avoir salué, jouant le rôle de Fédon. Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois, une voix, au milieu du parterre. Coquin ! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois ? Stupeur, tout le monde se retourne, murmure, et voix diverses. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce ? On se lève dans les loges pour voir. Cuigy. C'est lui ! Le Bret terrifié. Cyrano ! La voix. Roi des pitres, hors de scène à l'instant. Toute la salle indignée. Oh ! Montfleury. Mais. La voix. Tu récalcitres ? Voix diverses du parterre des loges. Chut ! Assez ! Montfleury ! Jouez ! Ne craignez rien ! Montfleury d'une voix mal assurée. Heureux qui, loin des cours dans un lieu sol, la voix plus menaçante. Eh bien, faudra-t-il que je fasse au monarque des drôles une plantation de bois sur vos épaules ? Une canne au bout d'un bras jaillit au-dessus des têtes. Montfleury, d'une voix de plus en plus faible. Heureux qui... La canne s'agite. La voix. Sortez ! Le parterre. Oh ! Montfleury s'étranglant. Heureux qui, loin des cours. Cyrano surgissant du parterre, debout sur une chaise, les bras croisés, le feutre en bataille, la moustache hérissée, le nez terrible. Ah, je vais me fâcher ! Sensation à sa vue. Scène 4. Les mêmes. Cyrano. Puis Belle Rose. Jodelet. Montfleury au marquis. Venez à mon secours, messieurs. Un marquis, nonchalamment. Mais jouez donc. Cyrano. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Le marquis. Assez. Cyrano. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. Tous les marquis debout. C'en est trop. Montfleury. Cyrano. Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorie et le désentripaille. Une voix. Mais. Cyrano. Qu'il sorte. Une autre voix. Pourtant. Cyrano. Ce n'est pas encore fait ? Avec le geste de retrousser ses manches. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Montfleury rassemblant toute sa dignité. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Cyrano très poli. Si cette muse à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son cothurne. Le parterre. Montfleury, Montfleury, la pièce de barreau.
Cyrano à ceux qui crient autour de lui. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Le cercle s'élargit. La foule reculant. Hé, là! Cyrano à Montfleury. Sortez de scène! La foule se rapprochant et grondant. Oh! Oh! Cyrano se retournant vivement. Quelqu'un réclame? Nouveau recul. Une voix chantant au fond. Monsieur de Cyrano vraiment nous tyrannise, malgré ce tyranno, on jouera la chlorise. Toute la salle, chantant. La chlorise! La chlorise! Cyrano. Si j'entends une fois encore cette chanson, je vous assomme tous. Un bourgeois. Vous n'êtes pas Samson. Cyrano. Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire? Une dame dans les loges. C'est inouï. Un seigneur. C'est scandaleux. Un bourgeois. C'est vexatoire. Un page. Ce qu'on s'amuse. Le parterre. X. Montfleury. Cyrano. Cyrano. Silence. Le parterre en délire. I-an, bé, wa, wa, cocorico. Cyrano. Je vous. Un page. Miaou. Cyrano. Je vous ordonne de vous taire, et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeunes héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons. Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non. Vous? Non. Le premier duelliste. Je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. Silence. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien, je continue. Se retournant vers la scène où Montfleury attend avec angoisse. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, la main à son épée. Le bistouri, Montfleury. Je. Cyrano descend de sa chaise, s'assied au milieu du rond qui s'est formé, s'installe comme chez lui. Mes mains vont frapper 3 claques, pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Le parterre amusé. Ah! Cyrano frappant dans ses mains. Une! Montfleury. Je. Une voix d'éloge. Restez! Le parterre. Restera, restera pas. Montfleury. Je crois, messieurs. Cyrano. 2! Montfleury. Je suis sûr qu'il vaudrait mieux que... Cyrano. 3! Montfleury disparaît comme dans une trappe. Tempête de rire et sifflet de huée. La salle. Lâche! Reviens! Cyrano, épanoui, se renverse sur sa chaise et croise ses jambes. Qu'il revienne s'il ose. Un bourgeois. L'orateur de la troupe. Belle-Rose s'avance et salue. Les loges. Ah! Voilà Belle-Rose! Belle-Rose avec élégance. Noble seigneur. Le parterre. Non, non! Jodelet! Jodelet s'avance et nasillard. Tas de veau! Le parterre. Ah! Bravo! Très bien, bravo! Jodelet. Pas de bravo! Le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti. Le parterre. C'est un lâche! Jodelet. Il dut sortir. Le parterre. Qu'il rentre! Les uns. Non! Les autres. Si! Un jeune homme à Cyrano. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr Montfleury? Cyrano, gracieux, toujours assis. Jeune oison, j'ai 2 raisons, dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule, et qui soulève avec des han de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, et mon secret. Le vieux bourgeois, derrière lui. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise? Je m'entête. Cyrano, tournant sa chaise vers le bourgeois respectueusement. Vieille mule, les vers du vieux barreau valant moins que 0, j'interromps sans remords. Les précieuses dans les loges. Ah! Oh! Notre barreau? Ma chère, peut-on dire? Ah, Dieu! Cyrano, tournant sa chaise vers les loges, galant. Belle personne, rayonnez, fleurissez, soyez des échansonnes de rêve, d'un sourire enchantés un trépas, inspirez-nous des vers, mais ne les jugez pas. Belle-Rose. Et l'argent qu'il va falloir rendre. Cyrano, tournant sa chaise vers la scène. Belle-Rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Il se lève et lançant un sac sur la scène. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. La salle éblouie.
Ah! Oh! Jodelet, ramassant prestement la bourse et la soupesant. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque jour empêcher la chlorise. La Salle. Ouh! Ouh! Jodelet. Dussions-nous même ensemble être hués? Belle-Rose. Il faut évacuer la salle. Jodelet. Évacuer. On commence à sortir pendant que Cyrano regarde d'un air satisfait. Mais la foule s'arrête bientôt en entendant la scène suivante et la sortie cesse. Les femmes qui, dans les loges, étaient déjà debout, leur manteau remis, s'arrêtent pour écouter et finissent par se rasseoir. Lebret à Cyrano. C'est fou! Un fâcheux qui s'est approché de Cyrano. Le comédien Montfleury! Quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale! Avez-vous un patron? Cyrano. Non. Le fâcheux. Vous n'avez pas. Cyrano. Non. Le fâcheux. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Cyrano agacé. Non, ai-je dit 2 fois. Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur. La main à son épée. Mais une protectrice. Le fâcheux. Mais vous allez quitter la ville? Cyrano. C'est selon. Le fâcheux. Mais le duc de Candale a le bras long. Cyrano. Moins long que n'est le mien. Montrant son épée. Quand je lui mets cette rallonge. Le fâcheux. Mais vous ne songez pas à prétendre? Cyrano. J'y songe. Le fâcheux. Mais. Cyrano. Tournez les talons maintenant. Le fâcheux. Mais. Cyrano. Tournez. Ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Le fâcheux ahuri. Je. Cyrano marchant sur lui. Qu'a-t-il d'étonnant? Le fâcheux reculant. Votre grâce se trompe. Cyrano. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Le fâcheux, même jeu. Je n'ai pas. Cyrano. Ou crochu comme un bec de hibou? Le fâcheux. Je. Cyrano. Y distingue-t-on une verrue au bout? Le fâcheux. Mais. Cyrano. Ou si quelque mouche à palan s'y promène, qu'a-t-il d'hétéroclite? Le fâcheux. Oh. Cyrano. Est-ce un phénomène? Le fâcheux. Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Cyrano. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Le fâcheux. J'avais. Cyrano. Il vous dégoûte alors? Le fâché. Monsieur. Cyrano. Malsaine vous semble sa couleur? Le fâcheux. Monsieur. Cyrano. Sa forme. Obscène? Le fâcheux. Mais du tout. Cyrano. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Le fâcheux, balbutiant. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Cyrano. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez? Oh là! Le fâcheux. Ciel! Cyrano. Énorme, mon nez? Vil Camus, sot camard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice. Attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée. Il le soufflette. Le fâcheux. Aïe! Cyrano. De fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez enfin, que celle. Il le retourne par les épaules, joignant le geste à la parole. Que va chercher ma botte au bas de votre dos? Le fâcheux se sauvant. Au secours! À la garde! Cyrano. Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage, et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut du fer et non du cuir. De Guiche, qui est descendu de la scène avec les marquis. Mais à la fin, il nous ennuie. Le vicomte de Valvert haussant les épaules. Il fanfaronne. De Guiche. Personne ne va donc lui répondre? Le vicomte. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat. Vous avez un nez très grand. Cyrano gravement. Très? Le vicomte riant. Ah! Cyrano imperturbable. C'est tout? Le vicomte. Mais. Cyrano. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire. Oh Dieu! Bien des choses, en somme.
En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi? L'ami, ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur qu'elle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Ardez, c'est-y un nez? Nana. C'est qu'acarnavé géant ou bien que melon nain? Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot, sot. Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me le sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. De Guiche, voulant emmener le vicomte pétrifié. Vicomte, laissez donc. Le vicomte suffoqué. Ces grands airs arrogants, un hobro qui n'a même pas de gants, et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Cyrano. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attige pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas à une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset, et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Le vicomte. Mais, monsieur. Cyrano. Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait. Un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Le vicomte. Maraud, faquin, butor de pieds plats ridicules. Cyrano ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter. Ah? Et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac? Rire. Le vicomte exaspéré. Bouffon! Cyrano poussant un cri comme lorsqu'on est saisi d'une crampe. Aïe! Le vicomte qui remontait se retournant. Qu'est-ce encore qu'il dit? Cyrano avec des grimaces de douleur. Il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Le vicomte. Qu'avez-vous? Cyrano. J'ai des fourmis dans mon épée. Le vicomte tirant la sienne. Soit. Cyrano. Je vais vous donner un petit coup charmant. Le vicomte méprisant. Poète. Cyrano. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Le vicomte. Une ballade? Cyrano. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois.
Le vicomte. Mais, Cyrano récitant comme une leçon. La ballade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers. Le vicomte piétinant. Oh! Cyrano continuant. Et d'un envoi de 4. Le vicomte. Vous. Cyrano. Je vais tout ensemble en faire une et me battre, et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Le vicomte. Non! Cyrano. Non? Déclamant. Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélître. Le vicomte. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Cyrano. C'est le titre. La salle, surexcitée au plus haut point. Place! Très amusant! Rangez-vous! Pas de bruit! Tableau. Cercle de curieux au parterre, les marquises et les officiers mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple, les pages grimpées sur des épaules pour mieux voir, toutes les femmes debout dans les loges. À droite, De Guiche et ses gentilshommes. À gauche, Lebret, Ragueneau, Cuigy, etc. Cyrano fermant une seconde les yeux. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Il fait ce qu'il dit à mesure. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qu'il me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi je touche. Premiers engagements de fer. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc sous votre maheutre? Au cœur sous votre bleu cordon? Les coquilles teintes? Ding-dong? Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi je touche. Il me manque une rime en outre. Vous rompez plus blanc qu'amidon? C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi je touche. Il annonce solennellement. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche. Je coupe, je feinte. Se fendant. Eh, là donc! Le vicomte chancelle. Cyrano salue. À la fin de l'envoi, je touche. Acclamations, applaudissements dans les loges. Des fleurs et des mouchoirs tombent. Les officiers entourent et félicitent Cyrano. Ragueneau danse d'enthousiasme. Lebret est heureux et navré. Les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent. La foule en un long cri. Ah! Un chevau léger. Superbe! Une femme. Joli! Ragueneau. Faramineux! Un marquis. Nouveau! Lebret. Insensé! Bousculade autour de Cyrano. On entend. Compliment! Félicite! Bravo! Voix de femme. C'est un héros! Un mousquetaire s'avançant vivement vers Cyrano, la main tendue. Monsieur, voulez-vous me permettre? C'est tout à fait très bien, et je crois m'y connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. Il s'éloigne. Cyrano à Cuigy. Comment s'appelle donc ce monsieur? Cuigy. D'Artagnan. Lebret à Cyrano, lui prenant le bras. Ça, causons! Cyrano. Laisse un peu sortir cette cohue. À Belle-Rose. Je peux rester? Belle-Rose respectueusement. Mais oui! On entend des cris au dehors. Jodelet qui a regardé. C'est Montfleury qu'on eut! Belle-Rose solennellement. Sic transit. Changeant de ton, au portier et au moucheur de chandelle. Balayez, fermez, n'éteignez pas. Nous allons revenir après notre repas, répéter pour demain une nouvelle farce. Jodelet et Belle-Rose sortent, après de grands saluts à Cyrano. Le portier à Cyrano. Vous ne dînez donc pas? Cyrano. Moi? Non. Le portier se retire. Lebret à Cyrano. Parce que... Cyrano fièrement. Parce, changeant de ton en voyant que le portier est loin. Que je n'ai pas d'argent? Lebret, faisant le geste de lancer un sac. Comment? Le sac d'écus? Cyrano. Pension paternelle en un jour tu vécus. Lebret. Pour vivre tout un mois alors? Cyrano. Rien ne me reste. Lebret. Jetez ce sac! Quelle sottise! Cyrano. Mais quel geste! La distributrice toussant derrière son petit comptoir. Cyrano et Lebret se retournent. Elle s'avance intimidée. Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. Montrant le buffet. J'ai là tout ce qu'il faut. Avec élan.
Prenez. Cyrano se découvrant. Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de votre doigt la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin, et j'accepterai donc. Il va au buffet et choisit. Oh, peu de choses. Un grain de ce raisin. Elle veut lui donner la grappe, il cueille un grain. Un seul. Ce verre d'eau. Elle veut y verser du vin, il l'arrête. Limpide. Et la moitié d'un macaron. Il rend l'autre moitié. Lebrette. Mais c'est stupide. La distributrice. Oh, quelque chose encore? Cyrano. Oui. La main à baiser. Il baise comme la main d'une princesse la main qu'elle lui tend. La distributrice. Merci, monsieur. Révérence. Bonsoir. Elle sort. Scène 5. Cyrano, Lebrette, puis le portier. Cyrano à Lebrette. Je t'écoute causer. Il s'installe devant le buffet et rangeant devant lui le macaron. Dîner. Le verre d'eau. Boisson. Le grain de raisin. Dessert. Il s'assied. Là, je me mets à table. Ah, j'avais une faim, mon cher, épouvantable. Mangeant. Tu disais, Levrette, que ces fats aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes qu'eux. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Cyrano, achevant son macaron. Énorme. Levrette. Le cardinal. Cyrano s'épanouissant. Il était là, le cardinal? Levrette. A dû trouver cela... Cyrano. Mais très original. Levrette. Pourtant. Cyrano. C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. Levrette. Tu me mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Cyrano attaquant son grain de raisin. Combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis? Levrette. 48, sans compter les femmes. Cyrano. Voyons, compte. Levrette. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Cyrano. Assez! Tu me ravis. Levrette. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? Cyrano. J'errais dans un méandre, j'avais trop de partis, trop compliqués à prendre. J'ai pris. Levrette. Lequel? Cyrano. Mais le plus simple, de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable, en tout, pour tout. Levrette, haussant les épaules. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour Montfleury, le vrai, dis-le-moi. Cyrano se levant. Ce silène si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit encore un doux péril, et leur fête cependant qu'en jouant il bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Lebrette, stupéfait. Hein? Comment? Serait-il possible? Cyrano avec un rire amer. Que j'aimasse? Changement de ton et gravement. J'aime. Lebrette. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Cyrano. Qui j'aime? Réfléchis. Voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Levrette. La plus belle? Cyrano. Tout simplement qui soit au monde, la plus brillante, la plus fine. Avec accablement. La plus blonde. Levrette. Eh, mon Dieu, quelle est donc cette femme? Cyrano. Un danger mortel sans le vouloir, exquis sans y songer, un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait, elle fait de la grâce avec rien, elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque, et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque. Ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Lebrette. Sapristi, je comprends. C'est clair. Cyrano. C'est diaphane. Levrette. Magdeleine Robin, ta cousine. Cyrano. Oui. Roxane. Levrette. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes? Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui.
Cyrano. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'allusion. Parbleu, oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu, j'entre en quelque jardin où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier quelque femme, en songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Lebrette ému. Mon ami, Cyrano. Mon ami, j'ai de mauvaises heures, de me sentir si laid parfois, tout seul. Lebrette vivement lui prenant la main. Tu pleures? Cyrano. Ah non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Je ne laisserai pas, tant que j'en serai maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien les larmes? Il n'est rien de plus sublime. Rien, et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Lebrette. Va, ne t'attriste pas. L'amour n'est que hasard. Cyrano secouant la tête. Non, j'aime Cléopâtre. Ai-je l'air d'un César? J'adore Bérénice. Ai-je l'aspect d'un Tite? Lebrette. Mais ton courage, ton esprit, cette petite qui t'offrait là tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestaient pas. Cyrano saisit. C'est vrai. Lebrette. Eh bien alors? Mais Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Cyrano. Toute blême? Lebrette. Son cœur et son esprit déjà sont entonnés. Ose et lui parle, afin... Cyrano. Qu'elle me rit au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Le portier introduisant quelqu'un à Cyrano. Monsieur, on vous demande. Cyrano, voyant la duègne. Ah, mon Dieu, sa duègne. Scène 6. Cyrano, Lebrette, la duègne. La duègne, avec un grand salut. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Cyrano bouleversé. Me voir? La duègne avec une révérence. Vous voir. On a des choses à vous dire. Cyrano. Des... La duègne, nouvelle révérence. Des choses. Cyrano chancelant. Ah, mon Dieu! La duègne. L'on ira demain aux primroses d'aurore, ouïr la messe à Saint-Roch. Cyrano se soutenant sur Lebrette. Ah, mon Dieu! La duègne. En sortant, où peut-on entrer causer un peu? Cyrano affolé. Où? Mais... Ah, mon Dieu! La duègne. Dites vite! Cyrano. Je cherche. La duègne. Où? Cyrano. Chez Ragno, le pâtissier. La duègne. Il perche? Cyrano. Dans la rue? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Saint-Honoré. La duègne remontant. On ira. Soyez-y. 7 heures. Cyrano. J'y serai. La duègne sort. Scène 7. Cyrano, Lebrette, puis les comédiens, les comédiennes, Cuigy, Brissailles, Linière, le portier, les violons. Cyrano, tombant dans les bras de Lebrette. Moi, d'elle? Un rendez-vous? Lebrette. Eh bien, tu n'es plus triste? Cyrano. Ah, pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe. Lebrette. Maintenant, tu vas être calme? Cyrano hors de lui. Maintenant. Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il crie à tue-tête. Il me faut des géants. Depuis un moment, sur la scène, au fond, des ombres de comédiens et de comédiennes s'agitent, chuchotent, on commence à répéter. Les violons ont repris leur place. Une voix de la scène. Hé, psst, là-bas, silence! On répète séant. Cyrano riant. Nous partons. Il remonte par la grande porte du fond, entre Cuigy, Brissailles, plusieurs officiers qui soutiennent Linière, complètement ivres. Cuigy. Cyrano! Cyrano. Qu'est-ce? Cuigy. Une énorme griffe qu'on t'apporte. Cyrano le reconnaissant.
Linière! Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Cuigy. Il te cherche! Brissailles. Il ne peut rentrer chez lui. Cyrano. Pourquoi? Linière, d'une voix pâteuse, lui montrant un billet tout chiffonné. Ce billet m'avertit. 100 hommes contre moi. À cause de chansons, grand danger me menace. Porte de Nesle. Il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. Cyrano. 100 hommes, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Linière épouvantée. Mais... Cyrano, d'une voix terrible, lui montrant la lanterne allumée que le portier balance en écoutant curieusement cette scène. Prends cette lanterne. Linière saisit précipitamment la lanterne. Et marche! Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Aux officiers. Vous, suivez à distance et vous serez témoins. Cuigy. Mais 100 hommes? Cyrano. Ce soir, il ne m'en faut pas moins. Les comédiens et les comédiennes descendus de scène se sont rapprochés dans leurs divers costumes. Lebrette. Mais pourquoi protéger? Cyrano. Voilà Lebrette qui grogne. Lebrette. Cet ivrogne banal? Cyrano frappant sur l'épaule de Linière. Parce que cet ivrogne, ce tonneau de muscat, ce fût de Rossoli, fit quelque chose un jour de tout à fait joli. Au sortir d'une messe, ayant, selon le rite, vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite, lui que l'eau fait sauver, courut au bénitier, se pencha sur sa conque et le but tout entier. Une comédienne en costume de soubrette. Tiens, c'est gentil cela. Cyrano. N'est-ce pas la soubrette? La comédienne aux autres. Mais pourquoi sont-ils 100 contre un pauvre poète? Cyrano. Marchons. Aux officiers. Et vous, messieurs, en me voyant chargé, ne me secondez pas, quel que soit le danger. Une autre comédienne, sautant de la scène. Oh! Mais moi, je vais voir. Cyrano. Venez. Une autre, sautant aussi à un vieux comédien. Viens-tu, Cassandre? Cyrano. Venez tous, le docteur Isabelle Léandre, tous, car vous allez joindre, essaim charmant et folle, la farce italienne à ce drame espagnol, et sur son ronflement tintant un bruit fantasque, l'entourer de grelots comme un tambour de basque. Toutes les femmes sautant de joie. Bravo! Vite, une mante! Un capuchon! Jodelet. Allons! Cyrano au violon. Vous nous jouerez un air, messieurs les violons. Les violons se joignent au cortège qui se forme. On s'empare des chandelles allumées de la rampe et on se les distribue. Cela devient une retraite au flambeau. Bravo! Des officiers, des femmes en costume, et 20 pas en avant. Il se place comme il dit. Moi, tout seul, sous la plume que la gloire elle-même à ce feutre piqua, fier comme un scipion triplement nazica. C'est compris? Défendu de me prêter main forte. On y est? 1, 2, 3. Portier, ouvre la porte! Le portier ouvre à 2 battants. Un coin du vieux Paris pittoresque et lunaire paraît. Ah! Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs, en écharpe, la Seine, comme un mystérieux et magique miroir, tremble, et vous allez voir ce que vous allez voir. Tous. À la porte de Nesle! Cyrano, debout sur le seuil. À la porte de Nesle! Se retournant avant de sortir, à la soubrette. Ne demandiez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre ce seul rimeur 100 hommes furent mis? Il tire l'épée et tranquillement. C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. Il sort. Le cortège. Linière zigzagant en tête, puis les comédiennes au bras des officiers. Puis les comédiens gambadant se mettent en marche dans la nuit au son des violons et à la lueur falote des chandelles.